Elle avait 23 ans quand elle a changé le monde. Elle n'en a pas eu le temps de voir les conséquences. En 1916, être diagnostiquée de lèpre, c'était une condamnation à 3 vies simultanées. La maladie qui rongeait le corps, la honte qui détruisait l'âme, et l'exil forcé qui effaçait tout espoir. À Hawaï, des milliers de personnes étaient reléguées sur la péninsule de Kalaupapa, sur l'île de Molokai, un promontoire isolé où elles venaient mourir loin des regards. Pas de traitement, pas de retour possible, juste l'attente. Des pères séparés de leurs enfants, des mères qui ne reverraient jamais leur famille, des vies entières réduites à une condamnation sans appel, non pas par la maladie elle-même, mais par la peur qu'elle inspirait. Mais à Honolulu, dans un laboratoire du College of Hawaii, une jeune chimiste travaillait sur une énigme vieille de 6 siècles. Alice Augusta Ball était née à Seattle le 24 juillet 1892. Son grand-père, James Presley Ball Sr., était l'un des premiers photographes daguerréotypistes du pays, un homme de lumière et de précision. Peut-être que c'est là que ça commence, cette obsession pour la clarté, pour isoler l'essentiel du bruit. Son père était journaliste et avocat. Sa mère avait elle-même été photographe avant de se consacrer à l'éducation de ses 4 enfants. La famille menait une vie confortable jusqu'en 1903, quand un espoir désespéré les a poussés à traverser le continent. Le grand-père Ball souffrait d'arthrite débilitante et on lui avait conseillé le climat chaud d'Hawaï. Ils ont tout quitté Seattle pour Honolulu. Mais le soulagement n'est pas venu. Il est décédé peu après leur arrivée. La famille est revenue à Seattle, marquée par cette perte, par cette lueur d'espoir qui s'était éteinte trop vite. Alice, elle, a continué. Elle a brillé à la Seattle High School, obtenant des notes exceptionnelles, particulièrement en sciences. En 1910, elle obtient son diplôme avec distinction. L'année suivante, elle entre à l'Université de Washington. Ce n'est pas rien en 1911 pour une jeune femme noire de 18 ans. Les universités américaines viennent à peine de commencer à accepter des étudiantes et la ségrégation règne encore dans de nombreux États. Mais Alice ne se laisse pas arrêter. En 1912, à 20 ans, elle obtient un diplôme en chimie pharmaceutique. Elle poursuit. En 1914, elle décroche sa licence en pharmacie. Et pendant ces années d'études, elle fait quelque chose de remarquable. Elle co-signe un article de recherche sur les réactions de benzoylation, publié dans le Journal of the American Chemical Society. À 22 ans, Alice Ball est déjà l'une des premières femmes afro-américaines à publier dans une revue scientifique majeure. Mais Seattle ne suffit plus. Alice a soif d'aller plus loin. Elle postule pour une bourse au College of Hawaii. Elle l'obtient. En 1915, elle s'installe à Honolulu et commence à travailler sur sa maîtrise en chimie. Son sujet, la chimie de l'huile de kava, une plante polynésienne aux propriétés médicinales. C'est un choix qui montre déjà cette curiosité pour les remèdes traditionnels, cette conviction que la science moderne peut apprendre de siècles de savoir empirique. Et puis arrive le moment qui va tout changer. En juin 1915, Alice Ball devient la première femme et la première personne afro-américaine à obtenir une maîtrise en chimie au College of Hawaii. Elle a 23 ans. L'institution lui offre immédiatement un poste d'enseignante. Elle devient la première femme à enseigner la chimie dans cette université. Imaginez la scène. Cette jeune femme, à peine sortie de l'adolescence, debout devant une classe d'étudiants, la plupart des hommes, certains probablement plus âgés qu'elle, tous la regardant avec une mixture de curiosité et de scepticisme. Et elle leur enseigne la chimie. Elle leur enseigne que la science n'a pas de genre, pas de couleur. C'est à ce moment qu'on frappe à sa porte. Le docteur Harry T. Holman dirige la station d'investigation sur la lèpre à Honolulu. Il a un problème millénaire entre les mains, l'huile de chomu gras. Depuis le XIVe siècle, la médecine chinoise et ayurvédique utilise cette huile, extraite d'un arbre tropical, pour traiter les lésions de lèpre. Mais il y a un problème insoluble. Appliquée sur la peau, elle irrite et cause des inflammations. Avalée, elle provoque des nausées violentes. Injectée brute, elle forme des abcès douloureux sous la peau. Le remède existe depuis 6 siècles. Il est inutilisable. Holman sait que les acides gras de l'huile sont les composés actifs. Ce sont eux qui combattent la bactérie. Mais comment les isoler ? Comment les rendre absorbables sans détruire le patient ? Il a besoin d'un chimiste, pas n'importe lequel. Il a besoin de quelqu'un qui comprenne la structure moléculaire, qui puisse manipuler les esters, qui ait l'audace de penser que l'impossible peut devenir possible. Il frappe à la porte d'Alice Ball. Alice accepte le défi. Elle passe des mois dans son laboratoire, isolée avec ses flacons et ses réactifs. Elle sait que la clé réside dans l'estérification, une réaction chimique qui transforme les acides gras en esters éthyliques. Mais ce n'est pas simple.
Elle doit d'abord saponifier l'huile, la transformer en savon, puis la chauffer pour éliminer l'alcool, l'acidifier, laver les acides gras à l'eau chaude, les sécher, les dissoudre dans de l'alcool et les cristalliser au réfrigérateur pendant une nuit entière. Le lendemain, elle filtre les cristaux obtenus, ce sont les acides gras purifiés, prêts à être transformés en ester. C'est une prouesse technique, c'est une prouesse de patience, et surtout, c'est une prouesse d'intuition scientifique. Les esters éthyliques qu'elle crée sont des molécules polaires. Elles ont une extrémité qui aime l'eau et une autre qui aime les graisses. Cela signifie qu'elles peuvent se dissoudre dans l'eau tout en transportant les propriétés médicinales des acides gras. Injectées dans le sang, elles pénètrent les tissus sans violence, sans créer d'abcès, sans provoquer de nausées. Elles libèrent lentement les acides gras qui combattent la bactérie. Elle a créé la Ball méthode. Les résultats sont immédiats et spectaculaires. Hollman commence à traiter des patients avec la méthode d'Alice. Les lésions disparaissent, les bactéries deviennent indétectables. Des patients condamnés à l'exil la vie, à Kalaupapa, peuvent soudainement rentrer chez eux. Des familles séparées depuis des années se retrouvent. Des pères embrassent leurs enfants qu'ils croyaient ne jamais revoir. Des mères retrouvent leur maison, leur vie, leur dignité. En 1920, les autorités sanitaires d'Hawaï rapportent que de nombreux patients traités par la Ball méthode peuvent rentrer dans leur famille plutôt que de rester en quarantaine à vie. Pendant plus de 30 décennies, la méthode d'Alice restera le traitement standard de la lèpre dans le monde entier. Des milliers de personnes retrouveront leur liberté grâce à elle. Mais Alice ne verra pas cette vague de libération. Le 31 décembre 1916, alors qu'elle peaufine encore sa méthode, Alice meurt soudainement. Elle a 24 ans. 24 ans. À un âge où beaucoup de gens à peine commencent à trouver leur voie, elle a déjà changé le monde, et elle s'en va sans le savoir. La cause de sa mort reste enveloppée de mystère. Son certificat de décès mentionne initialement la tuberculose, mais quelque chose n'entre pas. Alice était active et travaillait sans symptômes apparents jusqu'au printemps 1916. D'autres suspectent une intoxication aux vapeurs d'acide chlorhydrique. Son laboratoire n'était pas équipé d'une hotte de ventilation pour protéger les chercheurs des fumées toxiques. Sur son certificat de décès, le mot tuberculose est ratourié d'une série de X, comme si les autorités ne savaient même pas quoi écrire. La vérité est probablement perdue pour toujours. Et puis vient le vol. Peu après sa mort, un collègue du College of Hawaii, Arthur L. Dean, publie les travaux d'Alice sous son propre nom. La Ball méthode devient soudainement la Dean méthode. Il présente la découverte comme sienne, effaçant complètement la contribution de la jeune chimiste. C'est un vol scientifique flagrant, un vol qui aurait pu rester impuni si une personne n'avait intervenu. Harry T. Hollman, celui qui avait frappé à la porte d'Alice, celui qui avait vu son génie à l'œuvre, refuse de laisser cette injustice s'éterniser. En 1922, 6 ans après la mort d'Alice, Hollman publie un article scientifique qui cite explicitement sa contribution. Il écrit « J'ai traité 64 personnes atteintes de lèpre qui sont devenues bactériologiquement négatives et libérées de toute lésion. Cela est la preuve positive et indiscutable que les esters éthyliques des acides gras du chaumou gras, isolés par Mademoiselle Ball pour mon usage, sont capables de provoquer la disparition des lésions et des bactéries. » Hollman fait tout ce qu'il peut pour honorer sa mémoire, mais le mal est fait. Le nom d'Arthur Dean est déjà associé à la découverte. Alice Ball sombre dans l'oubli pendant des décennies. Pendant ce temps, sa méthode continue de salver des vies. Des milliers de patients à travers le monde sont traités avec les esters d'Alice. Des personnes qu'on avait bannies à Kalaupapa peuvent enfin rentrer chez eux. Des familles sont réunies, des vies sont reconstruites. Et personne ne sait que c'est elle qui a rendu tout cela possible. Ce n'est qu'en 2000, 86 ans après sa mort, qu'une plaque commémorative est dévoilée sur le campus de l'Université d'Hawaï. Elle est installée au pied d'un chaumou gras offert par le roi de Siam en 1935, l'arbre même dont Alice a extrait l'espoir. En 2007, elle reçoit à titre posthume la médaille de distinction. Le 28 février est désormais déclaré Alice Augusta Ball Day à Hawaï. En 2026, l'American Chemical Society désigne la découverte de la Ball méthode comme National Historic Chemical Landmark. La plaque commémorative dit « Alice Augusta Ball appartenait à cette lignée rare de scientifiques dont les contributions sont passées largement inaperçues de leur vivant. » C'est un euphémisme. La Ball méthode restera le traitement standard de la lèpre pendant plus de 30 ans, jusqu'à l'arrivée des sulfones dans les années 1940. Même après, la technique de l'estérification qu'elle a développée continue d'influencer la chimie pharmaceutique moderne. Aujourd'hui, l'estérification est largement utilisée dans le développement de médicaments. Chaque fois qu'un chimiste crée un ester pour améliorer l'absorption d'un médicament, il emprunte le chemin qu'Alice a tracé. Elle avait 23 ans quand elle a trouvé le remède, 24 ans quand elle est morte, et 1 siècle pour être enfin reconnue.
Alice Ball appartient à cette lignée rare de ceux qui changent le monde en silence, qui laissent des portes ouvertes derrière eux sans jamais les traverser. Sa méthode n'a pas tué la bactérie, elle a tué l'exil. Elle n'a pas guéri la maladie, elle a guéri la solitude. Elle n'a pas vaincu la mort, elle a vaincu le désespoir. Et peut-être que c'est ça, la vraie grandeur scientifique, transformer l'impossible en possible, l'isolement en retour, la condamnation en espoir. Faire un travail si juste, si pur, que le monde avance dessus sans même savoir ton nom. Aujourd'hui, nous le savons, et nous n'oublierons pas. Tu es sur Destins épiques. Ici, on raconte les vies qui ont déplacé les lignes, parfois dans le bruit, souvent dans l'ombre. On raconte ceux qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour que les autres puissent vivre. Si tu veux d'autres récits comme celui-ci, abonne-toi et active la cloche. Et en commentaire, dis-moi, quelle invention qui a sauvé des vies mérite selon toi d'être enfin attribuée à sa vraie créatrice ?